Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans ce studio un journaliste, un producteur, un dirigeant média qui demeure objectivement l'une des dernières grandes figures de notre paysage audiovisuel. Et cette saison encore, oh ben rougissez si vous voulez, cette saison encore, il nous prouve que si l'interview était un art martial, il en incarnerait sans doute l'un des maîtres les plus éminents. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. J'ai bien fait de venir, je m'en vais. Parce écoutez, ça va se gâter après en fait. Attendez, donc, j'ai voilà. pas fait 28 minutes d'introduction là. Ouais, après vous inquiétez pas, on a des questions incisives. C'est après que ça va se gâter. Vous allez bien Marc-Olivier? Ouais, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir ici, Et moi, comme je à suis chaque content fois. d'être là, comme à chaque fois. Et puis là, en plus, vous venez nous parler de bonnes nouvelles, puisque Face à Fogiel, ça cartonne, c'est sur RTL, c'est chaque matin à Ça 8h18. cartonne, on n'a pas encore les chiffres d'audience, en tout cas. En termes de coûts, on peut dire qu'il y a déjà des coûts en 2-3 semaines. Ouais, quand même. Je suis On parle assez beaucoup de votre content. interview, hein, il faut Non, reconnaître. je suis content. que- Après, est-ce que ça va se transformer en audience? Alors, ça se transforme en audience digitale déjà. Oui. Ça, on peut le mesurer. Ah, ça c'est vrai, vous avez déjà des chiffres? Bah oui, parce que l'audience digitale, pour le coup, les équipes de Julien Melchiarec suivent ça au Exactement. quotidien. Et puis, donc ça, pour le coup, ça marche plutôt bien, comme l'ensemble de la matinale. Et après, on verra bien combien de temps ça prend ou pas pour installer ça dans l'audience médiamétrie. Mais c'est vrai qu'avec cette émission, vous signez finalement votre retour sur les ondes après avoir passé 5 ans à la direction générale de BFM TV. L'antenne, ça vous avait véritablement manqué? Pas une seconde, pour vous dire la vérité, parce qu'en fait, en dirigeant BFM, il y avait évidemment tout l'aspect administratif, l'aspect RH, faire monter les gens, imaginer des grilles, enfin tout ce que représente. Mais il y avait aussi, et heureusement, tout l'aspect éditorial, et donc monter des émissions, des coups, faire venir Nicolas Hulot pour sa dernière interview quand il quitte, enfin faire parler Édouard Philippe de son positionnement politique, mais aussi de son problème médical. Tout ça, c'est ce que je faisais aussi en coulisses, monter le débat Zemmour. Mélenchon et le faire par d'autres, j'y trouvais largement mon compte. C'était jamais frustrant pour vous? Parce que là, vous retrouvez finalement très objectivement, je retrouve du plaisir. Paradoxalement, ça ne m'a jamais manqué. Je suis très content de le faire. Je retrouve le plaisir de faire. Mais pendant les 5 ans, d'abord, j'ai appris plein de choses. Pas toujours d'ailleurs dans le plaisir, des fois dans la douleur. Mais c'était passionnant vraiment pendant 5 ans. Il s'est passé tellement de trucs, d'abord apprendre, et puis il s'est passé tellement de trucs pendant ces 5 ans en termes d'actualité, que l'antenne ne m'a jamais manqué. D'ailleurs, Arthur Dreyfus, qui était le patron d'Altis, m'a longtemps proposé d'aller à l'antenne pendant que je dirigeais BFM, et j'ai toujours refusé, parce que je trouvais qu'il y avait un problème de positionnement par rapport après aux équipes, si on est à l'antenne et en même temps on dirige les gens. Vous ne pouvez pas vous autocritiquer, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis on prend la place d'autres qui auraient bien aimé faire l'événement que vous êtes en train de faire. Donc je trouve qu'il y avait un problème de positionnement, mais si j'avais voulu aller à l'antenne pendant ces 5 ans, j'en avais l'occasion et je ne l'ai jamais fait. En revanche, maintenant, vous vous levez aux aurores, parce que c'est pour la matinale d'RTL, il faut le rappeler, 8h18. Ouais, pour dire la vérité, pas tellement, parce que quand je faisais la matinale d'Europe 1, je me levais à 1h45, là c'était aux aurores. Là, je me lève à peine plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire 6h05, 6h10. En revanche, oui, parce qu'en fait, je prépare la veille, enfin bon, bref. En revanche, je me lève toutes les heures comme un écolier. J'ai peur de rater le réveil, alors que j'ai 2 réveils, que mes filles se lèvent à 6h30 pour aller à l'école. Donc de toute façon, quand bien j'ai des cordes de rappel. Mais en revanche, pour l'instant, et j'espère que ça va changer, à 1h du matin, je regarde le réveil. À 2h, je regarde le réveil. À 3h, je regarde le réveil. Celui de 3h est le pire parce qu'on ne se rendort pas en fait à 3h. Donc on se rendort à 3h45. Et pour l'instant, le réveil n'a jamais sonné parce que je me réveille une demi-heure avant. Donc, voilà. Vous avez ce stress du réveil comme quand on passe le baccalauréat finalement. C'est ça, c'est fou quoi. Avec l'expérience que vous avez, vous devriez être détendu finalement. En fait, j'ai pas du tout peur de l'interview, même si on peut la rater. Je suis concentré, mais je l'ai préparé la veille. Donc j'ai pas mon sujet quand je me réveille. C'est pas du tout est-ce que je vais rater l'interview. Ça, c'est une fois que je suis debout et que. C'est est-ce que je vais ouvrir l'œil et il sera 8h20 et je ne serai pas à l'antenne. Ça, c'est votre pire cauchemar. Ça, c'est mon cauchemar. Et pourtant, encore une fois, je ne me lève pas très tôt. 6h et quelques, c'est vraiment une heure décente. On ne dira pas que c'est déjà arrivé à Sarah Lecoeuvre après une soirée bien arrosée. Allez, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques minutes. Je ne bois plus le soir. Les dîners mondains, tout ça. Si vous m'invitez, mince, je viendrai, mais je ne boirai pas. À l'eau, on peut être à l'au. On peut être à l'eau. Elle n'invite pas ça, elle ne paye pas, elle paye jamais. Vous avez des problèmes au Figaro, dites-moi. Oui, c'est ça, régler le sujet. Vous pouvez nous inviter, nous, par contre, ça on prend. On va poursuivre avec vous cet entretien dans quelques instants, Marc-Olivier Fogiel. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par la grande radine Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec ce que l'on pourrait justement mettre dans la catégorie séquence de la semaine. Et oui, c'est celle issue du 20h de France 2 cette semaine. C'était lundi soir. Ce jour-là, Léa Salamé a reçu Marion Cotillard à l'occasion de la 4e saison du Morning Show à laquelle participe l'actrice. Mais l'entretien a tourné vinaigre dès que la journaliste a abordé le divorce de son invité avec Guillaume Canet. Ça a été officialisé cet été. Regardez.
Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Bon voilà, cette séquence a été très commentée sur les réseaux sociaux. Vous en avez pensé quoi, vous, Marc-Olivier Fogiel? Pour vous dire les choses, quand on va chercher Léa Salamé aux 20h de France 2, on va la chercher pour sa singularité et ce type de questions que, c'est vrai, un journaliste plus traditionnel ne poserait pas. Alors là, ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines qu'elle a démarré, Léa? Je pense qu'elle n'est pas encore complètement dans ses chaussons et je pense qu'elle aurait pu poser la question peut-être un peu autrement si elle est totalement à l'aise. Là, elle est encore dans la phase d'apprentissage et c'est normal. Mais donc, en gros, pour vous répondre clairement, je sais que je vois bien comment elle se fait attaquer, même très méchamment et gratuitement, en plus en mélangeant tout, le fait qu'elle soit la compagne de Raphaël Glucksmann. Enfin, je trouve qu'il y a un bloubi-boulga dont elle... Et c'est dur pour elle. Après, la question, c'est vrai que là... Vous l'auriez posée? Peut-être pas comme ça, mais elle se pose la question, et c'est ce que je dis. Je pense qu'avec un peu plus de 20 heures dans les pattes, elle aurait posé la question peut-être un peu différemment, et ça serait peut-être un peu mieux passé. En tout cas, quand on va chercher Léa Salamé, c'est pour sa singularité. C'est une fille qui a un tempérament, et elle pose des questions un peu différentes. Des fois, ça grince, et elle est là aussi pour ça. Et en revanche, je trouve cette campagne un peu de dénigrement la concernant démesurée, absurde et politique. Et elle a tout mon soutien. Marc-Olivier Fogiel, vous avez déjà vécu un moment de solitude pareil lors d'une émission? Plein de fois, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai de la capacité à oublier à chaque fois. Mais oui, bien sûr, des questions qui dérangent. On ne peut pas plaire à tout le monde, notamment, ça a pu arriver. Enfin, plein de fois, bien sûr, et des questions... là, j'ai pas envie de remettre une sauce dans un truc que j'ai posé, mais un peu analogue, en fait, à quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, à quelqu'un à qui on prêtait une liaison extra-conjugale avec quelqu'un d'extrêmement connu. Je regrette d'avoir posé cette question, c'était totalement débile et déplacé, mais en posant cette question, j'ai connu ce moment de gêne. Là, sa question, elle est plutôt légitime, même si la mienne était illégitime, et je la regrette. Mais oui, donc j'ai déjà connu ce moment de flottement. En plus, sur des questions, à l'époque, j'étais jeune fou, plutôt pas très légitime, en fait. Vous n'étiez pas légitime, vous dites? Non, la question n'était pas légitime, alors que sa question... Là, il y a un communiqué qui est tombé cet été, oui, quand même. mais disons qu'elle est maladroite et qu'elle a la capacité, vu son talent, à la poser autrement, sans que ça soit aussi abrupt. Mais encore une fois, la campagne dont elle est la victime est totalement démesurée et je trouve ça assez à l'image de l'époque, en fait. Alors, on va passer à toute autre chose. On ne va plus parler de Léa Salamé, mais de Jean-Marie Bigard. Rien à voir. Il était l'invité de Cyril Hanouna hier sur W9 et c'est vrai que la séquence a été parfois perçue comme un peu gênante par certains téléspectateurs. Et oui, l'humoriste était sur le plateau de Cyril Hanouna pour revenir sur son éviction des grosses têtes. Il en avait parlé quelques jours auparavant. Cyril Hanouna a même tenté de le réconcilier avec Laurent Ruquier, mais sauf que Laurent Ruquier n'a pas décroché. Mais c'est surtout le comportement de Jean-Marie Bigard qui a interpellé les chroniqueurs autour de la table, mais aussi les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont relevé un défaut d'élocution et ces blagues, il faut le dire, n'ont pas fait l'unanimité. Dans la dernière partie aussi, il a insulté la ministre Aurore Bergé avant que Valérie Benaïm ne le reprenne. Bref, une séquence un peu particulière. On va terminer rapidement avec le chiffre du jour, 10 000. Oui, c'est en euros l'amende écopée par le chanteur Slimane. Hier, l'artiste était jugé et a été reconnu coupable pour harcèlement sexuel sur un technicien de sa tournée. Les faits se sont produits en décembre 2023 pendant l'une de ses tournées. Les autres plaintes qui le visaient, notamment pour agression sexuelle, ont, elles, été classées sans suite car insuffisamment caractérisées. Alors c'est vrai que depuis votre rentrée sur RTL, vous avez reçu de nombreuses personnalités. Est-ce qu'un Slimane, par exemple, ça pourrait faire partie des personnalités que vous pourriez recevoir pour ce type d'actualité? Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai la chance, dans ce qui m'est proposé à RTL, d'interviewer à 360 degrés, aussi bien Gérald Darmanin au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu,
en complément avec l'interview de 7h40 que fait Thomas, évidemment, l'interview politique, elle est à 7h40, mais aussi Florent Pagny, parce que son album est un événement, et voilà. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir des profils très différents, et Slimane pourrait totalement faire partie, bien sûr. Et c'est un endroit aussi, un espace, votre interview, où finalement, on se rend compte que l'ère MeToo n'est pas totalement révolue, parce que vous avez reçu notamment l'ex-compagne de Jean Imbert, vous avez reçu également l'actrice Charlotte Arnoux, qui a accusé Gérard Depardieu de viol. C'est aussi un espace où on brise aussi des tabous, où on fait des révélations, quelque part. Oui, enfin les deux, elles étaient portées par l'actualité. C'est surtout un espace qui rebondit sur l'actualité et en essayant d'être au plus proche de ce qui est en train de se passer. Donc là, Charlotte Arnoux, Gérard Depardieu venait la veille d'être envoyé en procès et Jean Imbert, elle venait donc de déposer plainte. Et moi, l'ère MeToo, elle est très importante. Elle a fait beaucoup avancer les choses. Après, dans ce sujet-là, et c'est toute la difficulté, c'est de trouver le bon ton. Évidemment, et Gérard Depardieu et Jean Imbert contestent. Dans l'affaire Jean Imbert, d'ailleurs j'ai lu un papier du Figaro très étayé qui pointait des difficultés dans le récit de la plaignante, même si elles peuvent s'expliquer, ces difficultés. Donc bref, mon positionnement, c'est pas d'être un réceptacle à écouter ce qu'elles ont à dire, c'est aussi les confronter à un dossier, ou en tout cas à ce qu'on connaît du dossier. Et c'est dans l'ère MeToo, c'est toute la difficulté, parce que dès que vous contestez la parole d'une victime, ou en tout cas que vous la confrontez à des choses qui pourraient être problématiques dans le récit, tout de suite, vous paraissez comme celui qui ne soutient pas MeToo et qui viendrait accentuer et mettre la tête sous l'eau à une victime. Évidemment, c'est tout l'intérêt des interviews, et j'aime beaucoup ça, c'est être dans le bon positionnement. Très contente de les avoir. Elles ont été les deux très persuasives, et en même temps, ne pas dérouler un tapis rouge et opposer ce qui pourrait paraître des incohérences, sans paraître celui qui piétine ce qu'elles auraient vécu. Et c'est là toute la difficulté de votre interview face à Fogiel. C'est tous les jours à 8h18 dans la matinale présentée par Thomas Soto. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Quelles sont les personnalités que vous rêvez de recevoir là au cours des prochaines semaines ? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, pour vous dire la vérité, mais c'est pas trop comme ça que je me la pose, parce qu'une personnalité en tant que telle, évidemment, je suis toujours content de recevoir un tel ou un tel, c'est pas ça, mais il faut qu'elle soit portée par une actualité. C'est pas, je me dis pas, je sais pas quoi, ça serait super de recevoir Emmanuel Macron. Évidemment que ça serait super de recevoir Emmanuel Macron avec Thomas, on le ferait ensemble si il acceptait. Mais il faut, alors lui, il y a toujours un peu une actualité, c'est peut-être pas le bon exemple que je prends, mais il faut que ça soit porté par une actualité qui soit là au lendemain de quelque chose, au lendemain d'un changement de Premier ministre, au lendemain... Mais voilà, en soi, en tout cas, je me dis pas, il y a une personnalité en tant que telle que j'aimerais recevoir. Qu'est-ce qui justifierait qu'elle soit là ce jour-là ? C'est ça mon sujet. Après, évidemment, je sais pas, des personnalités... Alors, c'est quoi votre prochain coup ? C'est ça la question. Alors là, il y en a deux qui sont un peu, pas dans le même registre, mais qui sont dans l'ordre du fait divers. Une vendredi qui fait suite d'ailleurs à une interview, enfin on l'avait calée avant, et d'ailleurs l'interview du Figaro devait sortir samedi, mais il se trouve qu'elle est sortie aujourd'hui. C'est la maman de Philippine, un an après sa disparition. Elle vient vendredi matin avec son avocate à RTL pour sa première prise de parole, on va dire, audiovisuelle. Donc... j'aime pas dire que c'est un coup, parce que ce qui leur est arrivé, ça serait presque indécent de vendre ça. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle va pouvoir s'exprimer dans un média audiovisuel, et c'est un moment attendu. Voilà, parce que coup, objectivement, sur un sujet comme ça, il y a un petit côté un peu sensationnel. D'ailleurs, moi, je dis plus ce que je disais avant, en exclusivité. Je trouve que c'est too much aussi. Je dis, elle prend la parole pour la première fois. On dit que c'est un document RTL. Ou un document, mais à l'antenne. Avant, je le disais, en exclusivité. Je trouve que... Il y a un côté racoleur qui peut être déplacé. Ouais, et j'aime pas m'entendre dire ça, en fait. Et puis, lundi matin, à l'ouverture du procès Jubilard, j'ai interviewé l'ex-compagne, la dernière de Cédric Jubilard, à qui il aurait fait ses révélations d'assassinat. Ça a été très compliqué à faire, et pour vous raconter les coulisses, comme on est dans une émission aussi de coulisses, en fait, ça fait des semaines que je parle avec elle par SMS, que oui, non, peut-être, pas là, et en fait, hier soir, pour vous dire les choses, mon mari m'attendait pour dîner à 22h30 parce que j'avais un engagement professionnel avant, et à 22h, elle m'envoyait un SMS pour me dire, je suis désolé, on n'a pas pu le faire encore aujourd'hui, mais maintenant, vous ne pourriez pas. Et j'ai dit, si, en fait, je pourrais. Donc, je suis retourné à RTL hier soir, tard, à 22h. Je l'ai interviewée pendant 40 minutes quasiment. C'est très fort ce qu'elle raconte. Et c'est ce qui fait, moi, vous me disiez tout à l'heure, ce qui me manquait ou pas. Je retrouve du plaisir, parce que sans aucune gloriole, à y retourner, à l'obtenir, et me dire...
Voilà, j'ai réussi à le faire. Un récit fort, quoi. Un récit fort et aussi bouleverser un peu mon quotidien. Voilà, c'est ce qui fait que moi j'ai eu envie de faire ce métier, c'est avoir une vie pas classique. C'est pas exceptionnel de retourner à la radio à 22h, mais bon, quand je suis rentré un peu tard le soir, j'avais mon bol de soupe qui m'a donné tout seul. Vous avez dîné tout seul, du coup. Et lui aussi. Donc je lui présente. Ce soir, vous vous rattraperez. Je me rattraperai. Et vous avez eu de grosses révélations au sujet de cette affaire Jubilard? Révélations, non. Elle raconte dans le détail d'abord leur relation, qui il est, selon elle, hein, évidemment, et ce qu'il lui aurait révélé. Et oui, il y a du... Enfin, c'est d'ailleurs, on mettra la version longue sur rtl.fr, parce que c'est un récit un peu de, enfin voilà, comme Faites entrer l'accusé, On de la te raconte, ce que fait extrêmement bien Jean-Alphonse Richard sur RTL tous les jours. Ça s'écoute, enfin voilà, on est... Vous êtes happé par le récit. Happé par le récit, vous le dites mieux que moi. On dit que vous avez le meilleur carnet d'adresses de Paris, et je pense que ça se confirme au vu des coups que vous avez déjà fait. Comment ça se passe pour avoir voilà, ces gens-là à ce moment-là? Vous avez les numéros de tout le monde? Oui, mais alors... Pour dire les choses, c'est aussi, j'ai commencé à travailler en 1900, vous n'étiez pas né, ni l'un ni l'autre, 80... Ah non, on n'était pas né là, oui. 6, ouais. Oui, 87. Ouais. Donc, pour beaucoup, les avocats notamment, ce qui n'est pas le cas là de cette jeune femme, évidemment, je vais vous raconter pour elle, mais les avocats, les artistes, les hommes politiques, c'est des gens que j'ai vus, revus, que j'ai vus grandir, qui m'ont vu grandir, avec qui que j'ai déjà interviewé, qui m'ont fait confiance, que je n'ai pas trahi. Donc c'est aussi le fruit aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un, ça ne marche pas tous les coups, hein, il y a plein de gens qui sont ailleurs, et c'est la vie, et puis j'aime bien cette adversité. Donc, mais quand ça marche chez moi, c'est aussi le fruit, je bénéficie quand même de ces 30 et de cette relation de confiance que j'ai établie avec les gens, même quand ça a été frontal, ça a toujours été honnête. Donc il y a d'abord ça, cette espèce de lien que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, qui permet d'avoir pas mal de contacts. Et puis après, le cas de cette Jennifer, c'est la ténacité, la persuasion, il faut les convaincre, il faut... et ça, moi, c'est ce que j'aime faire dans la vie tout court, c'est quand j'ai essayé de monter des débats pour BFM, ou arriver et à chaque fois me mettre à la place de la personne et trouver les bons arguments. C'est pas juste, c'est bien de venir parler à ma pomme, ça n'a pas d'intérêt, enfin ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça qui est déterminant. C'est à chaque fois se mettre dans la psychologie de la personne que j'essaye de convaincre pour essayer de trouver le bon argument sincère pour lui dire, mais vous verrez, pour vous, c'est bien. Par exemple, un qui a été très compliqué à monter, mais il n'avait pas d'intérêt à venir parler, ce fameux streamer qui était lié à l'affaire du Midi, qui en gros est décrit comme le bourreau de Jean Permanov et qui potentiellement a conduit à sa mort. Le faire venir à Paris et qu'il se mette derrière un micro pour donner sa version, il a plus de coups à prendre qu'autre chose. Son avocat, on a eu un très bon contact, j'ai parlé avec lui et je lui ai expliqué en quoi, puisque en gros, on comprend dans leur histoire que le vrai gros méchant, c'est pas lui. Il était... Voilà, ce qu'il a fait est vraiment pas bien, mais pas en conscience, enfin, il est le symbole d'une époque. Mais en gros, dans l'histoire, il est peut-être plus instrumentalisé que moteur. En comprenant ça de l'histoire et en lui expliquant que s'il venait bien raconter ce qui était précisément son rôle, ça ne le dédouanerait pas, mais ça expliquerait le reste. En alimentant ça, et je suis sincère en essayant de le convaincre là-dessus, ça a trouvé un écho, et puis il a fini par venir. Alors Marc-Olivier Fogiel, c'est vrai qu'on est très heureux de vous retrouver dans une matinale à 1 heure de grande écoute sur RTL, mais j'avoue que seulement 10 minutes d'interview, on reste un peu sur notre faim, et on ne peut pas croire que Marc-Olivier Fogiel ne soit résumé qu'à 10 minutes d'interview. Est-ce que vous serez amené à un moment donné, au cours de la saison, ou peut-être un peu plus tard, à prendre d'autres fonctions au sein du groupe M6 ? Pourquoi pas reprendre les rênes d'un talk show ou quelque chose d'un peu plus visible ? Moi, en fait, quand Hervé Bérou, mon ami, patron aujourd'hui, et Jonathan Curiel sont venus me chercher, c'est pour quelque chose d'un peu plus large, mais je vous réponds précisément. Moi, c'est exactement ces 10 minutes d'interview pour qu'elles soient justement, qu'on en parle, qu'elles aient un impact. C'est exactement ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, après 5 ans très intenses à BFM, une année où j'ai pris beaucoup de temps pour moi et faire d'autres choses, un livre qui sort la semaine prochaine avec Éric Dupond-Moretti, etc. J'avais envie de revenir en même temps en étant très présent, mais en même temps en douceur. Donc j'ai pas envie de plus. Et moi, j'avais pas envie de présenter une tranche, j'avais pas envie pas envie de faire un talk show. Comme on peut pas plaire à tout le monde. Pas du tout. Ces 10 minutes, c'est ce que je voulais parce que c'est compatible à là où j'en suis dans ma vie. Mais ce que j'ai convenu avec Jonathan et Hervé, c'est
les événements, notamment politiques, là, les municipales, l'année prochaine, les présidentielles, la présidentielle, comme je l'ai fait en 2017 sur RTL, ou quand il y a un gros breaking news style, je sais pas quoi, le pape qui décède et que d'un coup, de venir être un peu aussi l'une des voix des événements de RTL, donc ces soirées présidentielles, ces soirées municipales. Être au cœur des événements spéciaux. Des événements spéciaux, c'est ce que je porterai aussi sur RTL et ça me va, c'est exceptionnel, c'est en complément des autres et moi, mon activité principale, et elle me convient, j'ai pas envie de plus aujourd'hui, c'est ces 10 minutes quotidien. Et un talk show, oui, comme je disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais est-ce qu'on pourrait le refaire? Non, mais aujourd'hui, tiens, parce qu'avec l'air est à la nostalgie. On remet les anciens formats, la Starac, le Big Deal, etc. Je sais pas. En tout cas, moi, en gros, dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir 1000 vies, et d'avoir arrêté de moi-même les choses quand j'en avais fait le tour. Quand en 2008, j'ai décidé d'arrêter. À l'époque, c'était tout le monde. Comment ça s'appelait déjà? On ne peut pas plaire à tout le monde. T'empêches tout le monde de dormir. Oui, t'empêches tout le monde de dormir. Qui était la continuité d'On ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai fait ça entre 2006 et 2008 sur M6. J'avais la possibilité d'en faire une 3e saison. J'avais fait le tour de l'exercice et j'avais envie de me mettre en danger et d'apprendre autre chose. Et c'est là où je suis allé faire la matinale d'Europe 1, puisqu'Alexandre Bompard me l'a proposé. Donc, en gros, cet exercice-là, j'ai adoré le faire. Et à un moment donné, j'avais pas envie d'être un fonctionnaire du talk-show, quoi, en gros. Et j'y trouvais plus de plaisir. Et parfois, vous malmeniez vos invités. Oui, vous pourriez le refaire, ça, aujourd'hui? Oui, bien sûr, je crois. Si c'est justifié. Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, peut-être les invités ne reviendraient pas dans votre émission. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel panorama dans le paysage audiovisuel que... En même temps, c'était une émission dont on parlait. Donc, les invités venaient aussi... D'abord, ils aimaient bien être défiés parce qu'ils aimaient bien répondre. Beaucoup. Puis, ils savaient qu'à l'époque, on ne parlait pas de buzz. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était repris. Donc, je sais pas, je pense que, en tout cas, le seul plaisir que j'aurais à le refaire, occasionnellement, c'est de le refaire avec Ariane. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on a eu une complicité dingue. On continue évidemment à se voir. Et refaire avec elle une soirée spéciale pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Une émission anniversaire événementielle. Ça, je le ferai volontiers. Et Guy Carlier? Si, ouais, Guy Carlier aussi, on se parle aussi, mais Ariane, on a fait moins longtemps avec Guy. C'était super, franchement, ça a été une rencontre humaine, Guy Carlier. Puis après, il m'a suivi à Europe 1 tous les matins. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais les années avec Ariane, voilà, tous les deux, on a grandi sous les projecteurs. Je ne vous ai jamais raconté comment, en fait, elle s'est retrouvée à l'antenne. Non. C'était assez drôle parce que, en fait, Ariane, c'était ma collaboratrice la plus directe. On montait ensemble les émissions, etc. Et donc, quand je passe de Canal à France 3, en fait, je devais faire On ne peut pas plaire à tout le monde avec Laurent Ruquier. On présentait ensemble une émission sur Canal et France 3 était venu me chercher. Laurent, à l'époque, il n'était pas bankable comme il est largement devenu après. Il était là en complément. Et donc, je suis dans le hall de France 3 pour presque signer le contrat, mais pour présenter. Et là, Laurent m'appelle avec une voix blanche en me disant « Écoute, tu vas m'en vouloir. » Je n'en ai pas voulu une seconde. Mais en fait, hier, Catherine Barma, Thierry Ardisson et à l'époque, Michel Cotta à France 2 m'ont proposé d'aller faire le mardi, on a tout essayé sur France 2. Et j'ai signé. Et donc, je ne vais pas t'accompagner. J'étais dans le hall de France 3. J'étais surpris, mais je comprenais très bien, et puis ça a été super pour lui, donc je n'en ai pas voulu. Et dans l'ascenseur, donc je dis, bon, dans ma tête, je dis, bon, je vais leur dire que Laurent ne va pas me suivre. C'était pas lui qu'ils étaient venus chercher, mais il faisait partie du dispositif. Et j'étais avec Ariane, qui avait fait un tout petit peu d'antenne sur... Je lui ai dit, mais en fait, c'est toi qui vas le remplacer. Dans l'ascenseur? Ça s'est passé dans un ascenseur? Incroyable. Et en 5 minutes, quoi. Comme ça. Et je l'ai proposé à France 3. Ils m'ont dit oui, et c'est maintenant que je mesure la chance que j'ai eue, parce qu'en gros, à l'époque, je trouvais tout normal, mais à l'époque, rien n'était normal. Ils me donnaient 3 heures d'antenne en direct, sans filet. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je leur disais, c'est plus Laurent Ruquier, mais Ariane, d'accord. J'ai une liberté en travaillant avec ces gens-là, qu'à l'époque, un peu jeune et un peu con, je trouvais normal. Aujourd'hui, je mesure l'espèce de chance que Marc Tessier, Rémi Fimelin, Bertrand Mosca, Vincent Mellet et Rachel Kahn, qui est ma sœur de cœur, m'ont donné. Bon, en fait, la moralité de cette histoire, c'est qu'il faut prendre des ascenseurs avec vous, quoi, c'est ça. Allez, on va terminer cette interview avec une petite série de photos des grands noms que vous avez croisés au cours de votre carrière. On va commencer par celui que vous avez évoqué tout à l'heure, Emmanuel Macron, dont vous avez
effectivement rappelé une anecdote assez intéressante au cours des derniers jours, c'est qu'il a failli rejoindre On refait le monde à l'époque sur RTL. Il avait accepté puis a dû se raviser puisqu'il a été nommé à Bercy, ministre de l'économie. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec Emmanuel Macron? C'est vrai qu'on vous a présenté souvent comme quelqu'un de proche du président de la République. Pas plus que d'autres hommes politiques. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Enfin, on a une relation de... Ça rejoint ce que je vous disais, je le connais depuis très longtemps. Je le connaissais, il était à l'époque, il n'était même pas encore secrétaire général de l'Élysée, il est adjoint, il était conseiller de François Hollande. Donc on a une relation à bonne distance, je dirais, de confiance à bonne distance, critique quand il faut, à bonne distance, voilà. Oui, je ne peux pas dire plus, à bonne distance. Nouvelle photo, Jean-Michel Apathy qui a été chroniqueur dans On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3. C'est là où il a rencontré d'ailleurs Laurent Bon, Yann Barthès, etc., puisqu'il travaillait avec moi, tous ces gens-là. Là où il officie c'est là où aujourd'hui. il a continué après au Grand Journal avec eux, etc. Absolument. Et oui. Quel souvenir vous gardez de votre collaboration avec le journaliste ? Excellent. Moi, je vais vous raconter très vite comment ça s'est passé. En fait, à l'époque, on faisait aussi des petits reportages dans les émissions que je faisais. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un décryptage politique, on allait retrouver Jean-Michel Apathy, qui était absolument pas connu, qui était journaliste, je crois, à France Inter, dans mon souvenir. Et je trouvais qu'à chaque fois, en 15 secondes, vous savez, les fameux petits sonores dans les sujets, à l'époque, personne ne parlait de Jean-Michel Apathy. Il synthétisait très très bien les problématiques. Donc en voyant ça, je me dis mais ce type, il a cette capacité absolument incroyable à synthétiser les choses et à les problématiser et à les rendre accessibles. C'est comme ça que je l'ai appelé, c'est comme ça qu'il est venu chroniquer dans On ne peut pas plaire à tout le monde. Et à chaque fois, c'était brillant. Puis après, il a eu la carrière, enfin pas après, en même temps, il a eu la carrière. Et puis après, pour les médias, ça lui a ouvert la porte de la télé. Mais voilà. Et on va terminer par celui que vous connaissez peut-être le mieux, Marc-Olivier Fogiel. Voilà, on voit une photo qui va s'afficher. Laquelle photo? Oh non, mais elle est moche, vous auriez pu prendre une plus belle. Écoutez, voyons, en plus, c'était un enterrement. Ça a des obsèques, oui, j'allais dire. C'était devant un palais de justice, il me semble. Je sais plus. Non, c'était pas en lien avec. Ah, je sais plus. Non, franchement, il va falloir qu'on nous redise le contexte. Mais en tout cas, la photo. Déjà, ce que je peux dire, moi qui n'aime pas déjà en photo, mais alors celle-là, horrible. On nous dit que c'est pas un enterrement. On vient de le dire dans l'oreille. Mais est-ce que justement, vous répondez un peu à ma question? Vous aimez vous regarder ou pas? Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Même avec les années, vous n'arrivez pas à être en paix avec votre image? Non, enfin voilà, j'ai appris à vivre avec. Je vais pas me dire. Quand on vous imite, parce que vous êtes souvent. Alors ça me fait plutôt marrer parce qu'aujourd'hui, non, ça m'a toujours fait marrer. Les Guignols à l'époque et tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que notamment grâce à la radio, j'ai appris à poser ma voix autrement. Notamment à Europe, je détestais m'écouter, mais comme ma voix était pas bonne pour réveiller les gens le matin, je l'ai beaucoup travaillé en studio, tout seul, etc. Et finalement, le matin à la radio, et notamment maintenant à RTL, je pose ma voix, elle est très différente. Et ce qui me fait marrer, c'est notamment à l'époque d'Europe et depuis, les imitateurs, ils imitent l'ancienne voix. Et quand c'était dans la même matinale, la nouvelle voix, plus chaleureuse, plus douce, moins caricaturale, avec la caricature de l'imitation, ça collait plus. Et c'est ça qui me faisait marrer, c'était l'espèce de décalage. Mais non, moi ça m'a toujours fait marrer. En fait, moi j'étais quand même élevé à l'école Canal, c'est une grande chance. J'y ai grandi, j'y ai appris 1 milliard de choses, et notamment l'autodérision. Et quand j'étais... mes filles, elles se marrent aujourd'hui quand je leur montre la hyène. Quand j'étais caricaturé en hyène, soit vous prenez la tête, c'est très triste, mais pourquoi ça me fait... Soit vous rigolez avec eux, et je rigolais avec eux, et puis voilà, ça fait partie du succès, quoi, en fait. En une seconde, parce qu'il reste que quelques secondes, vous n'avez pas qu'un seul nom, Marc-Olivier Fogiel, Marco ou Moff, vous préférez lequel? Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, tout simplement. Marco, on s'appelle Marco dans le métier. C'est sympa, non? Ou moyen. Moyen, vous n'aimez pas? En fait, je m'y suis... Alors, je vais vous raconter aussi une anecdote. Très rapidement, très vite. 10 secondes. En 10 secondes, à Canal, on partageait un bureau avec Jean-Luc Delarue. Enfin, il avait le bureau d'en face et tout le monde m'appelait déjà Marco. C'était en 1992. Et il m'avait dit, et ça m'avait marqué, Marco, évite, tu verras, ça fait garçon coiffeur. J'ai rien contre les garçons coiffeurs, mais c'est vrai, c'est pas le truc qui vous établit le plus, quoi. Plus, alors. J'en ai plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Marc-Olivier Fogiel. Je dis bien. Je rappelle que vous animez donc Face à Fogiel, c'est à 8h18 dans la matinale d'RTL. Merci d'avoir été notre invité. De Thomas Soto. Très bien, contrairement à ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu verras, on sera en compétition. Mais pas du tout. Thomas, il est intelligent, il est confraternel et j'adore être dans sa matinale. Et le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à toutes et à tous.